notre inquiétude, je crois, c'est la zone du Nil. Nil bleu, Nil blanc, Grand Nil. L'Éthiopie, depuis les années 2015, a décidé la construction d'un énorme barrage, le plus grand en Afrique, qu'on appelle le barrage de la Renaissance, qui, quand il sera en exploitation, va avoir un impact direct sur les ressources hydriques d'un certain nombre de pays environnants, le Soudan, l'Érythrée et l'Égypte, pour lequel l'eau du Nil est source de vie. Donc c'est un cas de guerre si on ampute ces ressources. Vous avez raison, Pascal, de souligner le casus belli potentiel. Alors pour être précis, c'est en avril 2011 que la première pierre de ce barrage est posée par feu le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi. Cette date d'avril 2011 n'est pas hasard, c'est à une époque où, conséquence des printemps arabes, Muammar Kadhafi, Moubarak est destitué, le président Moubarak est destitué, on est en plein chaos dans les rues du Caire. Effectivement, l'Éthiopie en profite pour mettre la première pierre et pour entreprendre la construction de cet ouvrage qui, rappelons-le, sera la plus grande retenue d'eau d'Afrique et qui aura en matière de génération hydroélectrique les plus grandes capacités d'Afrique. Nous sommes 8 ans plus tard, les travaux de génie civil sont quasiment terminés. En tout cas, on attend leur fin pour la fin 2020 et se pose la question de la mise en eau du barrage. Et c'est bien là que le problème et que le bât blesse, c'est que l'Égypte veut une mise en eau très mesurée pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le débit du Nil. Alors, les tensions se sont véritablement cristallisées entre 2011 et 2015. Et étonnamment, en 2015, on a eu un accord signé par l'intermédiaire d'Omar El-Béchir, le président soudanais, et une photo destituée depuis, et une photo admirable où on voit effectivement main dans la main le Premier ministre éthiopien, le président Sisi et Omar El-Béchir au milieu. Mais cet accord est un accord sur des études d'impact sur le débit du Nil une fois que ce barrage sera mis en eau. Donc ces études d'impact sont en cours. D'ailleurs, elles ont été confiées à deux grands ingénieristes français, le groupe BRL et Artelia. Et aujourd'hui, la question se pose effectivement de l'exploitation des données. Alors, il est clair que l'évolution politique de la zone ne facilite pas en ce moment le dialogue technique. J'en veux pour preuve les événements récents du Soudan. Une réunion était prévue mi-avril au Caire pour parler de cette problématique de mise en eau. Elle a été reportée sine die. Sine die, faute d'interlocuteurs, puisque aujourd'hui on a une forme de flou sur l'avenir du Soudan, Omar El-Béchir ayant été destitué, une junte militaire l'ayant remplacé. En plus, on a des agendas politiques très particuliers. Pour le président Sisi, qui veut se faire prolonger, pour le Premier ministre éthiopien, qui est aujourd'hui très populaire, mais qui a besoin aussi de stabilité politique. Donc on voit bien qu'on arrive un peu à la croisée des chemins, puisque cet ouvrage, aujourd'hui, il est accepté par les parties prenantes dans le sens où il est en phase de finalisation de construction, mais ce qui n'est pas accepté, c'est la mise en eau. Et pourquoi cette mise en eau n'est pas acceptée par les voisins de l'aval, que sont Soudan et Éthiopie, c'est que 98% de l'alimentation en eau... Soudan et Égypte. Oui, Soudan et Égypte, veuillez m'excuser. 98% de l'alimentation en eau de l'Égypte dépend du Nil. Une ville comme Le Caire, 25 millions d'habitants, son alimentation en eau dépend du Nil. Et même chose, bien sûr, pour Khartoum, plus en amont. Ces pays doivent-ils s'inspirer des exemples qui marchent plutôt bien de gestion des bassins versants, comme l'organisme de mise en valeur du fleuve Sénégal ou la même chose pour le fleuve de Guinée? Vous avez entièrement raison. Il y a un très bel exemple sur le continent africain, tout n'est pas si noir, c'est l'OMVS, l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Alors ça vient de loin, l'OMVS, ça vient de la France, qui était puissance coloniale, d'une organisation hydroélectrique régionale, mais à partir de 1972, tout s'est organisé pour que tous ces pays qui utilisent le fleuve Sénégal comme ressource hydraulique, comme ressource hydroélectrique, comme ressource agricole, avec des techniques d'irrigation, puissent financer en commun des ouvrages et puissent les gérer en commun, puissent partager des données en commun. Et c'est un formidable exemple d'hydrodiplomatie, d'hydrosolidarité. Il faut savoir que, par exemple, la seule survivance des accords d'Oslo, qui ont valu à Yitzhak Rabin, à Shimon Peres, à Yasser Arafat un prix Nobel de la paix, c'est le traité sur le Jourdain, le traité sur le Yarmouk, et qui s'inspire de l'OMVS. Et donc on a là une très très belle réalisation qui marche et qui montre bien
combien le fleuve Sénégal est devenu important pour l'ensemble de cette sous-région. J'en veux pour preuve aujourd'hui, 100% de l'alimentation en eau de la capitale mauritanienne Nouakchott vient du Sénégal. 50% de l'alimentation en eau de la capitale du Sénégal vient du fleuve Sénégal pour alimenter Dakar. Et tous les projets agricoles, tous les projets hydroélectriques sont pensés collectivement, sont financés collectivement et ont une véritable gouvernance qui s'est installée. Donc oui, ce modèle, il faut le dupliquer. Il faut le dupliquer à l'initiative du bassin du Nil, qui existe d'un point de vue réalité institutionnelle, mais qui n'a pas de profondeur politique, qui n'a pas de profondeur en matière financière. Donc là, il y a véritablement un vrai sujet qui se pose. Et il y a une très très belle opportunité également sur le rôle, quand on jouait le Sénégal, sur cette thématique de eau et stabilité. J'en veux pour preuve, c'est que le Forum mondial de l'eau aura lieu en 2021 à Dakar. C'est une très très belle opportunité de remettre ce sujet d'eau et de sécurité à l'agenda des grands décideurs du monde de l'eau. Et à l'inverse, le Sénégal, en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies, a eu l'intelligence de porter une initiative eau et sécurité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le 22 novembre 2016, se sont réunis quand même 59 représentants de chefs d'État et de gouvernement à New York pour parler de cette thématique-là. Donc on voit bien qu'il y a quand même des solutions de sortie de crise pour le continent africain qui sont tout à fait pertinentes.